Théo, Paul, bienvenue sur ce podcast à destination de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche portfolio. Je sais que c'est votre kiff. Et si vous êtes là, on va en parler. Mais avant, présentez-vous très brièvement. Donc moi je m'appelle Théo, j'ai 20 ans, donc j'étudie en BUT génie mécanique, je suis en 3e année là. Donc voilà. Moi je m'appelle Paul, j'ai 19 ans. J'étudie aussi en BUT génie mécanique, je suis en première année et je vais changer d'orientation, on va dire. Et en milieu d'année, je pense que je vais trouver du travail pour après du coup me réorienter. Voilà. Ok. Ben, c'est parfait que tu parles de réorientation. Parce que vous savez, en but, on vous embête pas mal avec cette notion de compétences. Vous êtes ici pour développer des compétences. Et ce dont j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui, c'est montrer que finalement, nos compétences, elles sont assez, pas floues, mais il y a des fois elles sont là, des fois elles sont pas là. Et j'aimerais qu'on s'intéresse aujourd'hui à toutes les variables qui peuvent impacter l'existence ou la manifestation de nos compétences. Par exemple, Paul, tu veux te réorienter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ta vie, ou en tout cas, quel est l'élément déclencheur qui te donne envie de te réorienter? Alors, pour être honnête, il y a plusieurs facteurs quand même. Premièrement, disons que je me vois pas forcément continuer ce cursus-là, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Disons que déjà en dehors de la formation, nos niveaux d'un point de vue personnel, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et de là, j'ai un peu du mal à m'investir, pas uniquement en cours, mais dans ma vie globalement, que ce soit activité sportive, voir du monde. Et en cours, c'est encore plus compliqué parce que avec les choses qui se passent, on va dire, c'est un petit peu difficile d'être vraiment à fond, quoi. Donc, si je comprends bien, et Théo, tu compléteras, si tu as bien compris ce que moi je pense avoir compris, c'est que finalement, compétence ou pas compétence, ce que l'on sait faire, notre capacité à faire des choses dépend de plusieurs variables, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, et que finalement, c'est pas qu'une question de performance scolaire, mais c'est aussi comment dire, tu ressentais des difficultés dans ta vie extrascolaire, des difficultés qui sont suffisamment importantes pour te désengager de ta formation. Je sais pas comment toi t'as compris la. Ouais, moi c'est ce que j'ai compris, c'est surtout le fait que quand on a des problèmes, enfin c'est ce que tu as dit, je pense que comme tu as toutes sortes de choses dans ta vie personnelle, ta concentration elle est un peu ailleurs et du coup ce qui fait que pour suivre des cours de 2 heures, 3, 4 heures, c'est compliqué. Et derrière aussi, quand tu n'y arrives pas, tu perds un peu confiance, tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu n'y arriveras pas. Et donc, je pense que du coup, c'est ça qui est un peu découlé derrière. Ouais, franchement, c'est ça globalement, parce qu'en fait, on se rend pas compte parfois, d'un point de vue extérieur, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut remarquer, mais quelqu'un qui ne va pas bien, ça peut vraiment mettre des barrières dans beaucoup de domaines, y compris les cours quand même. Parce que c'est quand même, on va dire, des moments où il faut quand même, je vais pas dire pleinement, mais il faut quand même s'investir. Et y mettre du sien dans des périodes qui sont pas forcément simples, c'est pas donné à tout le monde. On se rend pas compte que très souvent, il y a ce qu'on voit et ce qu'il y a derrière une personne aussi, hein, parce que très souvent, il y a des gens, ils peuvent être jugés vite, on va dire, alors que derrière, il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes et ça explique certains comportements, certains manques de travail notamment. Et voilà. Alors, on en discutait à la salle tout à l'heure, mais pour nous, quand on est prof, c'est un peu notre grande difficulté, c'est-à-dire qu'on ne vous connaît jamais vraiment, on ne sait jamais tout ce qui se passe dans votre vie, et donc on va essayer finalement d'interpréter tout ce que vous allez renvoyer comme on peut. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu bailles en cours ou tu regardes ton téléphone, on peut vite penser que on te fait chier ou qu'on n'est pas à la hauteur, alors que là, ce que tu étais en train de dire, Paul, c'est que finalement, dans ta formation, eh bien, tu n'avais pas la capacité de donner toute l'attention, de mobiliser toute l'attention nécessaire pour suivre les cours, faire le travail demandé et réussir les examens, parce qu'en fait, tu n'avais juste pas la tête à ça et que tu as des choses, des galères en fait à gérer dans ta vie qui sont trop importantes. Est-ce que c'est comme ça que
Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Oui, honnêtement, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Théo, justement? Est-ce que tu te retrouves dans tout ce qu'a dit Paul? Est-ce qu'à un moment donné, dans ce que disait Paul, tu as eu le sentiment d'avoir déjà vu des situations vécues? Moi, je suis totalement d'accord parce que, comme dit, voilà, maintenant je suis en troisième année. Ça fait donc 2 ans et demi que je fais ce BUT. Et donc, j'ai eu l'occasion de parfois traverser des périodes plus compliquées où je sentais que même en donnant 1000% de moi-même en cours, ça passait pas, les informations passaient pas. Et donc, je vois totalement ce qu'il veut dire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu un effet avalanche. On est désintéressé sans trop le vouloir. Derrière, on ne réussit pas les examens, on perd un peu confiance en nos capacités. Et moi, c'est surtout quelque chose que j'ai pas mal vécu aussi, le fait que quand tu rates un examen, tu te dis, bon, bah ça y est, j'ai beau tout tenter, j'ai beau essayer, au final, ça passe pas. Et en fait, du coup, c'est ça qui fait que derrière, on peut être moins. C'est un peu un effet boule de neige. Mais dans le sens négatif du terme, tu veux dire le cercle un peu vicieux. C'est ça, ouais. Et alors, je suis curieux, est-ce que ça t'était déjà arrivé, vraiment, tu reçois une mauvaise note en partiel, en TD, n'importe quand dans ton cursus, et tu te dis, putain, je suis une merde, Ouais. et tu te remets presque en question, en fait, tu remets en question ta place dans la formation. Ouais, totalement. Ben, ça m'était déjà arrivé une fois on avait un examen où j'avais vraiment taffé à fond. Presque tous les soirs, j'ai vraiment travaillé à fond pour au final avoir une note qui était presque la moitié, même plus que la moitié en dessous de ce que j'espérais. Et en fait, là, j'ai remis en question un peu tout, je veux dire, ma manière de travailler, ma manière de faire au quotidien. Et du coup, à ce moment-là, c'était très compliqué de me remettre dedans, de me redire, allez, pour le prochain, je vais me rattraper, je vais travailler, ou même dans les TP ou de la même matière, de me dire, allez, je vais m'investir parce que on a très facilement l'envie de se dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché, et donc ça ne sert plus à rien, quoi. J'étais en méca, où ta prof, elle était dure avec toi, c'est ça? Même pas, c'était en DDS. Ah. Mais alors, justement, là, je rigole un peu, mais quand, là, toi et Théo, vous venez de nous dire que il y a des moments, il y a des gros moments de down comme ça, où finalement, on se mange des murs, mais on se remet en question personnellement. C'est vraiment une grosse remise en question. Comment on fait? Quelles ont été vos stratégies finalement pour remonter ou pour toi, Paul, comment on fait finalement quand on a notre environnement qui nous dit merde? Comment on fait pour voir un petit peu une lueur d'espoir? Je pense vraiment ce qu'il faut travailler avec le temps, c'est la capacité à rebondir. Je vais pas dire d'être insensible, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais on va dire que forcément ça a un impact, mais on va dire que faudrait faire l'inverse de ce que je fais un petit peu actuellement. Disons que bah je suis beaucoup plus en train de procrastiner, de tout remettre à demain, de ne pas forcément bouger de ma chambre. Et moi, j'inviterais plus les gens à faire l'inverse, à s'autoriser à faire des activités, voir du monde, essayer d'avoir des petits temps rien que pour eux. Tu veux rebondir? Ouais, alors, en fait, c'est une question qui est un peu difficile parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte quand on essaye on va dire, de remonter la pente, on se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Mais en fait, je pense que la chose à faire, c'est surtout d'essayer de prendre un petit peu du recul. Par exemple, quand on échoue un examen, on va tout de suite se dire, bah, je suis bon à rien, je vais jamais réussir et tout ça. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de prendre du recul et de faire un peu autre chose, je sais pas, par exemple, aller faire du sport pour essayer d'un peu de se vider la tête, de aussi, entre guillemets, se prouver qu'on peut réussir d'autres choses et que l'examen, c'est pas la seule chose dans sa vie. Et je pense aussi, la deuxième chose qu'on fait, que nous, on a beaucoup fait donc, dans notre promotion, c'est de beaucoup s'entraider. Quand on était certains à rater l'examen, de se dire, allez, on va essayer ensemble, on va essayer de voir où ça pêchait, on essayait aussi de se remotiver. Par exemple, chose toute bête, mais l'examen tout à l'heure que j'ai parlé, qu'on avait raté, bah, avec un ami, on avait tous les deux complètement foiré. Et du coup, le cours d'après, on se disait, bon, ça va être, enfin, c'était fini limite. Du coup, on s'est un peu donné pour obligation de se mettre tout devant et puis de mettre notre téléphone sur le bureau
Et c'était un peu un défi entre nous de voir qui va tenir le plus longtemps pour essayer de se remettre dedans, quoi. Ouais, c'est presque finalement la force du collectif pour la rédemption. Est-ce que, tu sais, quand Paul, il disait faut prendre du recul, éviter la procrastination, si je suis provocateur, en fait, je me dis toujours, les gens le savent, ça. Enfin, tu sais que tu ne dois pas procrastiner, mais c'est pas parce que tu sais que tu ne dois pas procrastiner que tu ne procrastines pas. Ouais. C'est un peu comme si je te dis, bah voilà, ta meuf se barre et je te dis 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et sur le moment, tu vas dire, connard, c'est pas ça que je veux entendre. Et c'est-à-dire que la connaissance en elle-même, elle suffit pas au passage à l'action ou à la mise en place d'habitudes qui seraient meilleures. Et ce que je trouve très intéressant finalement, Théo, c'est que toi, tu vas amener avec une solution, ou en tout cas une piste de réflexion qui est le collectif. C'est de se dire, quand je suis dans la merde, eh bien, je me rapproche d'autres personnes qui sont peut-être elles aussi dans la merde, et que finalement, on peut s'aider. Bah, déjà, disons que dans notre groupe de promo, enfin dans notre promo, on est assez soudés. Donc, je veux dire, quand on a des notes d'examen ou quoi, on en parle directement. Donc, disons que cette démarche d'aller voir d'aller voir un collègue pour lui dire que c'était mal passé, au final, elle se fait, on va dire, naturellement, vu qu'on en parle à chaque fois tous ensemble. Après, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on tout de suite, on se laissait pas quelques jours pour se dire, allez, prochain contrôle, on va travailler. On se mettait tout de suite dedans. On essayait tout de suite de reprendre les choses et pas laisser, je sais pas comment dire, mais pas laisser le temps passer et au final retomber dans la procrastination. Je sais pas trop comment je pourrais dire ça, mais En gros, battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, battre le fer tant qu'il est chaud, ça revient à essayer de mettre en place des meilleures habitudes de vie ou de travail. Et qu'est-ce qui est difficile là-dedans, justement? Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de battre le fer tant qu'il est encore chaud? À quoi t'as dû lutter, ça? Déjà, il faut passer à l'action. C'est compliqué, en fait, quand on a plus envie de se dire... c'est plus facile de se dire qu'on va rien faire et qu'on va juste se plaindre plutôt que de se dire on va changer les choses. En fait, pour changer les choses, il faut changer ses habitudes. Changer ses habitudes, ça revient aussi un peu à se changer soi, à changer sa façon d'agir au quotidien. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, je pense, globalement. Et quand tu dis finalement, oui, changer ses habitudes, c'est se changer soi, ça revient un peu à l'idée de cultiver son jardin avant de partir conquérir le monde. Mais pourquoi c'est difficile finalement? Parce que j'ai l'impression qu'accepter de se changer soi-même et accepter consciemment qu'on doive changer, c'est peut-être accepter qu'on ait un problème. Est-ce que c'est pas difficile de reconnaître qu'on a un problème? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, moi je suis d'accord. Parce que, ouais, si, je suis d'accord. J'ai pas les mots qui me viennent, mais ouais, accepter qu'on a un problème, c'est accepter que ce qu'on fait, enfin, qu'on fait pas forcément tout bien, qu'on a des choses à changer, Et ça, c'est très difficile de se dire qu'on a des choses à changer, qu'on n'est pas parfait, Pas quelque chose d'évident à se dire. On en a conscience, mais on n'a pas envie d'être confronté à ça. Parce que justement, je vais un peu plus loin et après je laisserai Paul donner son avis, mais dans le fait de reconnaître qu'on a un problème, il y a déjà le fait de se le reconnaître de soi à soi quand on est face à son miroir, mais aussi face à ses proches, en fait. Peut-être reconnaître face à ses amis, à ses parents, qu'on a un problème et qu'on doit travailler sur ce problème-là. Est-ce que c'est pas difficile finalement de partager quelque part cet aveu de faiblesse, cette vulnérabilité? Si, ça, c'est très difficile, comme dit. Avec les proches, c'est peut-être le plus difficile. Pourquoi? Parce que, alors, je pense que avec des amis ou avec des collègues, qui sont, on va dire, qui sont dans le milieu avec nous, peuvent comprendre pourquoi on aurait échoué, pourquoi ils peuvent, vu qu'ils nous voient au quotidien, ils peuvent comprendre. Mais des proches, on a toujours envie, par exemple nos parents ou quoi, on a toujours envie de montrer qu'on réussit. Et c'est très difficile d'avouer qu'on a échoué, d'avouer qu'on réussit pas tout bien. C'est plus difficile. On a plus peur du jugement, en fait, je pense. Enfin, dans mon cas personnel, j'ai plus peur du jugement. Et ce qui est drôle, c'est que ce jugement, en fait, il est lié à une question de performance. Parce que si justement tu as peur du jugement, entre guillemets, négatif, c'est que tu aurais peut-être peur de décevoir tes proches. Mais
C'est-à-dire que si tu veux habituer tes proches à ce que tu réussisses tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, c'est que finalement, tu n'aurais de valeur à leurs yeux que si tu fais de la performance, que si tu es performant. Et est-ce que c'est pas justement déjà un piège à vouloir habituer ses proches à ce qu'on réussisse tout? Moi, je pense que c'est surtout de notre volonté. Je pense que c'est surtout nous qui voulons toujours habituer aux gens à ce qu'on réussisse tout le temps. Je pense que, et je pense que c'est sûrement vrai, eux, ils s'en fichent qu'on réussisse tout le temps, mais je pense que c'est plutôt nous qui avons envie de nous prouver à nous-mêmes qu'on peut réussir les choses en montrant aux autres qu'on réussit. Je sais pas si c'était super clair la façon dont je l'ai dit, mais Bah, bah, par leur reflet, on a envie de s'impressionner nous-mêmes aussi, de montrer qu'on est capable. oui, finalement, c'est dans ta performance, tu vas obtenir la reconnaissance ou la Voilà, validation c'est ça. d'autrui. Ouais. Tiens, Paul, toi, qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit tout ça? Bah, je rejoins quand même assez Théo sur ce qu'il dit parce que je me reconnais pas mal, dans le sens où c'est vrai qu'il y a une certaine pression à vouloir satisfaire son entourage. Notamment bah, les parents, globalement, c'est, on va dire, le plus classique, c'est le plus répandu. La plupart des gens, ils ont souvent envie de satisfaire leur père, leur mère, de les rendre fiers. Moi, c'est mon cas personnellement. Et c'est sûr que par exemple, là, vu que je suis dans une période un petit peu trouble et tout, il y a aussi bah, cette grosse crainte de, comment dire, de décevoir bah, la famille, les proches, même les amis des fois, hein, ça peut arriver aussi, hein. C'est sûr que c'est un petit peu moins compliqué avec des amis parce que avec des gens de notre tranche d'âge, on se comprend un petit peu plus, il y a des problèmes qui sont similaires entre chaque personne, etc. Mais oui, par exemple, l'image d'un père ou d'une mère, on se dit, il nous élève, il nous donne tout depuis qu'on est petit, on a envie de renvoyer une image qui est bah, celle de la réussite pour rendre fier bah, du coup la famille, mais aussi se rendre fier soi-même, comme le disait Théo, je suis assez d'accord parce que d'un côté, moi, comment dire, moi, il y a des fois, j'étais pas forcément fier de mes résultats, mais quand je voyais que ça faisait plaisir à mes parents, bah, c'est à ce moment-là où j'avais une satisfaction, en fait. Parce que finalement, je vais essayer de reprendre tout ce que tu as dit dans l'ordre, Mhm. dans l'idée de rendre fiers tes parents ou de ramener par exemple des bonnes notes à la maison, c'est un peu leur montrer qu'ils avaient raison de miser sur toi, que tu contribues en fait à ta façon, au projet de famille qu'ils ont fait, au fait qu'ils ont consacré du temps, de l'attention, de l'énergie, et tu veux leur montrer que c'était pas une mauvaise chose, c'est ça? Bah, honnêtement, ouais, il y a beaucoup de ça parce que, genre, forcément, on veut toujours rendre fiers ses proches, hein, quoi qu'il arrive. Et même, en fait, moi, je me dois, enfin, dans ma tête, je me dis que je me dois de les rendre fiers parce que je me dis, depuis que je suis né, bah, j'ai un toit où dormir. J'ai la chance de pouvoir dormir dans une maison, d'être nourri par ma famille. Et je me dis, bah, je me dois, comment dire, de réussir, de les rendre fiers. Parce que, genre, je vais pas dire que c'est comme une dette, parce qu'on va dire que c'est quand même un peu normal d'être élevé de cette façon. Mais, genre, moi, dans ma tête, je me dois, en fait, comment dire, de les rendre fiers. Pour moi, c'est quelque chose, genre, je me sens un peu obligé, quoi. Tu ressens ça aussi, toi, Théo? T'as cette, Un petit peu, mais peut-être pas à la même échelle, mais je vois ce qui veut dire le fait que nos parents, c'est un peu un symbole de réussite pour nous, parce que bon, moi personnellement, bah, je suis pareil, hein, j'ai un toit, j'ai une famille assez unie, on va dire, où j'ai pas eu trop de problèmes familiaux, et donc forcément on voit un peu ça comme une réussite et on a envie d'aller dans la même direction, de pas en tout cas, de le préserver, oui. voilà, c'est ça, de pas être, on va dire, le mot est peut-être un peu fort, mais être l'échec de la famille, qu'on n'a pas envie de Le vilain petit canard. voilà, c'est ça, voilà, qu'on n'a pas envie de montrer aux autres. Mais ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et alors, justement, j'ai une question à vous poser, parce que là, dans ce que vous venez de montrer, enfin d'expliquer, on voit bien la force de l'environnement dans nos choix, en fait, nos choix de vie, nos choix d'orientation. Et ma question est la suivante, c'est est-ce que justement, quand toi, par exemple, Paul, tu as eu entre guillemets, des fréquentations peu recommandables, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ces gens-là? Parce que finalement, j'imagine qu'on peut ressentir ce genre de dilemme dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a des opportunités dont on sait que nos parents n'aimeraient pas qu'on les suive, et pourtant, on a envie d'y aller. Bah, Pourquoi? ce qui est assez terrible, c'est que bah, dans une période où on est un petit peu faible mentalement, on a
plus facilement tendance à se jeter vers des choses qui sont néfastes. Ça a été mon cas l'année dernière. En fait, je sais pas comment expliquer, mais on va dire que moi, comment ça s'est passé, on va dire que ces gens-là, je les connaissais depuis longtemps. Avant, c'était pas vraiment comme ça. Notamment Théo les connaît aussi en particulier, on a pu en discuter avant. On va dire que au fil du temps, ces gens-là, il y a une petite différence et tout, voilà. Et en continuant de traîner avec eux et puis en étant dans une période un petit peu compliquée, il y a eu des propositions et on va dire qu'on a beaucoup plus tendance à se jeter vers des choses qui sont néfastes, quoi, quand le contexte de vie est pas terrible, quoi, parce qu'on se dit, en vrai, qu'est-ce que ça va changer? Ouais, je suis déjà mal, de toute façon, ça peut m'aider, alors qu'au final, non. Pour moi, la clé pour ne pas prendre certaines décisions, on va dire, c'est vraiment de savoir s'entourer de personnes qui nous tendent la main. C'est pas forcément facile de le voir et c'est pas aussi simple d'accepter les mains tendues, parce que des fois, on ne les remarque pas. Ça a été mon cas l'année dernière. Cette année, ça va beaucoup mieux vis-à-vis de ça. Mais on va dire que, ouais, non, savoir bien s'entourer, c'est important pour ne pas se jeter en plein dans les choses négatives. Des mains tendues, mais qui n'ont pas une substance illicite dans Oui, dans voilà, leur c'est poche. ça, exactement, tout à fait. Et justement, tiens, Théo, on en discutait tout à l'heure à la salle de sport. T'avais amené toi-même l'idée que quand on avait en fait un environnement amical trop néfaste, il fallait savoir s'en détacher et s'en couper. J'aimerais te poser deux questions. Pourquoi s'en détacher, même si je vois un peu, et comment en fait? C'est lourd, c'est dur, non? Ouais, c'est dur. Bah, comme dit, ouais, ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que on devient les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ouais. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Et ouais, alors en fait, je pense que quand on a un entourage qu'on peut qualifier de néfaste, qui fait des choses qui sont pas cool, je pense qu'on a plus tendance à banaliser ces choses-là. C'est-à-dire que si tous les jours on voit quelqu'un fumer devant nous, au bout d'un moment, on va se dire que c'est pas si grave. Alors que si tous les jours on voit quelqu'un qui va dire que c'est de la merde, etc., on sera moins enclin parce que aussi si on traîne avec des gens qui n'aiment pas du tout la cigarette et qui voient ça comme quelque chose de mal, si demain on arrive avec une cigarette en bouche, ils vont pas s'empêcher de nous le dire. Et donc là, on va peut-être pas recommencer le lendemain. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut il faut s'entourer de personnes qui font des choses qui vont dans le sens de nos valeurs, de nos principes. Après, quand on a des fréquentations du coup qu'on connaît depuis très longtemps et qui commencent à faire des choses qui vont pas dans le sens de nos valeurs, c'est très compliqué de s'en détacher. Quand on connaît quelqu'un depuis 15 ans, on n'a pas forcément envie de tout couper. C'est très difficile. Je pense que avant tout, il faut prendre un bon temps pour y réfléchir, pour se dire est-ce que voilà, si maintenant je parle à cette personne, qu'est-ce qui va se passer sur 1 an, 2 ans, 5 ans? Est-ce que en étant avec cette personne-là, je vais devenir ce que j'ai réellement envie d'être? Je pense que c'est ça ce qu'il faut se poser comme question. C'est pas forcément quelque chose qui est facile. De toute façon, on va dire supprimer quelqu'un de son entourage, ça sera jamais quelque chose de facile. Ou alors c'est que on tenait pas forcément à cette personne. Mais je pense que ouais, il faut surtout se demander qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Et à ce moment-là, il faut se dire quand on veut devenir quelque chose, il faut s'entourer de gens qui sont dans le même état d'esprit. Ouais. Tu parlais de valeurs, et justement, parmi les valeurs qui peuvent nous amener à construire, à entretenir des amitiés, il peut y avoir justement la valeur de la loyauté. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est quand justement, c'est que tu as des valeurs, entre guillemets, contradictoires. Par exemple, le devoir de loyauté vis-à-vis de tes amis, d'être là pour eux. Mais si en même temps, tu as une valeur, entre guillemets, je sais pas moi, d'une vie saine, d'une vie légale et licite, comment tu fais en fait? Quel arbitrage tu fais? C'est pas facile. Après, je pense que du coup, je pense que dans un premier temps, la loyauté passe avant. C'est-à-dire quand on tient à quelqu'un, on va essayer de lui donner des conseils. On va essayer de lui dire ce que nous on pense de la chose. On va essayer de l'aider. Maintenant, si c'est un problème qui perdure et que, entre guillemets, notre aide ne sert à rien et que la personne ne nous écoute pas,
parfois il faut prendre des décisions qui vont à l'encontre de ça et supprimer cette personne-là de notre entourage. C'est pas... Je pense que on peut aider les gens, mais seulement si eux font quelque chose aussi en retour. S'ils ont envie, s'ils acceptent d'être aidés. Mais alors, j'ai envie d'enchaîner directement. Si ce détachement est un problème, est-ce que en piste de solution, il n'y aurait pas une espèce de communication? Que finalement, si ce sont des amis et qu'on a des amis, est-ce qu'on s'autoriserait pas parfois à se dire les choses, à se dire honnêtement les choses, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et à oser dire justement, ben voilà, tu prends un chemin de vie dans lequel je ne me reconnais pas, je ne te reconnais pas non plus et je ne souhaite pas suivre. Et donc je pourrais en fait te regarder de loin parce que j'ai toujours des sentiments pour toi, mais par contre je peux pas venir là-dedans. Est-ce que ça tu l'as imaginé? Est-ce que ça tu as déjà imaginé en parler à ton ami justement? Honnêtement, j'ai déjà eu des discussions où j'étais très cru, on va dire, très franc. Je lui disais les choses telles qu'elles étaient. Je lui ai fait comprendre que si ça continuait, ça allait être très compliqué pour lui, mais avec des mots bien crus, parce que c'est pas évident de discuter de ce genre de sujet avec quelqu'un qui est en plein dedans, parce que très souvent, on va pas dire tabou, mais ça amène un malaise, ou alors ça brusque un peu la personne. Mais on va dire que il y a des fois, quand on voit que ça change pas, on va dire que des fois, quand on en parle, il y a toujours ce côté ah ouais, t'as raison, faut que je fasse ça, etc. Au final, tu vois, le temps il passe, il n'y a rien qui se passe. Et enfin, voilà, et après tu relances le truc, mais avec un petit peu plus de peps, où tu dis vraiment tout ce que tu penses. Pas pour être méchant, mais vraiment pour laisser, pour s'exprimer vis-à-vis de ça, et puis aussi pouvoir dire qu'on s'inquiète, qu'il y a quand même un besoin de changement. Par exemple, moi, vis-à-vis de mon ami, pardon, désolé, c'est aussi par rapport à lui surtout, hein, mais par rapport à moi, parce qu'il en va de sa santé. Et c'est aussi par rapport à moi. Moi, je suis embêté forcément des fois de me retrouver avec lui dans un état qui n'est pas... Très catholique. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. T'as déjà connu une situation similaire, Théo, de voir un copain qui est en train de sombrer dans les abysses? Pas à ce point. J'ai pas eu d'amis pas qui a commencé à consommer des substances comme ça. Mais j'ai déjà eu des amis qui ont un peu divergé vers des choses qui ne me plaisaient pas, qui commençaient à avoir des valeurs qui n'étaient pas forcément les miennes. Donc j'ai déjà vécu ces situations-là. Du coup, ce que j'ai appris, c'est que avec le temps, parfois la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire. C'est-à-dire que quand ces personnes-là commencent à changer, on peut leur en parler, on peut essayer d'expliquer. Maintenant, le problème, c'est que comme tu disais, souvent ils sont dans le déni. Donc une personne qui est dans le déni, ça sert pas forcément à grand chose de parler. Parfois le mieux c'est juste de prendre ses distances, aussi penser à soi, penser à sa santé mentale aussi, pas se rendre malade pour des personnes qui en ont pas forcément envie. Et surtout si on n'a pas les moyens de les aider en fait. Et si les aider nous emmerde plus qu'autre chose, nous attire plus dans les abysses qu'autre chose. Ça, c'était quelque chose qu'on voyait chez les sauveteurs nautiques quand ils allaient chercher quelqu'un qui était en train de se noyer. Si la personne en fait se débattait, eh bien ils étaient parfois dans des situations où ils étaient obligés de lâcher parce que sinon ils coulaient aussi avec la personne. Alors ça c'était juste pour l'image, mais c'est quand même quelque chose de plutôt important. C'est-à-dire finalement, je vais poser une question assez égoïste peut-être, mais pourquoi chercher à aider les gens si on a déjà du mal à s'aider soi-même? Ouais, c'est ça, c'était un peu l'idée que j'avais, c'était que souvent les gens se rendent compte au bout d'un moment d'eux-mêmes. Il y a forcément un moment où ils vont se remettre en question, où ils vont réfléchir. Donc c'est pour ça que moi très souvent je laisse les gens faire. Parfois il faut laisser les gens faire leur erreur, ils apprendront d'eux-mêmes. Et donc j'ai déjà eu parfois des personnes à qui j'ai pas parlé pendant quelques temps parce que leur façon d'être, leur façon d'agir me plaisait pas. Et au bout d'un moment, ils ont fini par se remettre en question. Et voilà. Et pour autant, je me suis pas rendu malade ou j'ai pas essayé de tenter l'impossible en en leur parlant tout le temps, en essayant de les aider. Et parfois, il faut aussi être un peu égoïste. Il faut aussi parfois aussi penser à soi et essayer d'aller mieux soi avant de vouloir aider les autres. Et des fois, je me dis presque,
naïvement que le temps finalement que tu te consacres pour aller bien, eh bien, il sera capitalisé, je sais pas si c'est le terme, mais il sera réinvesti dans la qualité du temps que tu pourras consacrer aux autres. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que si j'ai pas le temps pour m'entraîner, pour bien manger ou pour bien dormir, je serai pas en état de vous faire cours. Et ça, alors, une des dernières questions que j'aimerais vous poser, les gars, c'est, on sait finalement, avec tout ce qu'on vient de dire, que notre environnement a un rôle énorme dans l'expression de nos compétences, dans notre santé physique et mentale. Et en première des dernières questions, c'est comment on fait, à votre avis, quand on vit cette situation relativement chaotique, comment vous faites pour garder la tête hors de l'eau et pour garder un cap? Parce que là, vous avez parlé de prendre du recul, voir des gens. Et donc, c'est un peu aussi ce qu'on fait là, tous ensemble. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que tout ça permettrait un passage à l'action vers des meilleures habitudes de vie? Moi, je pense que justement, quand on est à ce moment-là, comme on en a parlé, on est un peu au fond du gouffre. Je pense que c'est le meilleur moment pour tester de nouvelles choses, pour essayer d'apprendre de nouvelles choses, pour essayer on va dire, de se tester un peu, voir ce qu'on sait faire. Et je pense que justement, c'est comme ça qu'on va réapprendre petit à petit. Par exemple, si on faisait pas de sport, on va se dire, tiens, je vais tester, je vais aller courir un petit peu. Et puis au final, on va prendre cette habitude-là et petit à petit faire de plus en plus de choses. Et je pense que c'est comme ça, c'est en faisant des petites choses petit à petit, en essayant de nouvelles choses qu'on peut essayer de sortir de passer à l'action. Mais faire des petites choses comme dit. Sans se dire qu'on est une merde parce qu'on met 16 kilos développés aux haltères, c'est ça? C'est c'est ça. Non, mais tu dis ça en rigolant, mais c'est vrai, le problème, c'est que si on se lance dans quelque chose et qu'au bout de 2 semaines, on se dit, tiens, je suis nul, bah, ça tiendra pas. Faut voir les progrès, faut y aller étape par étape. Et puis, au bout d'un moment, ça finit toujours par payer. Le travail paye toujours. Ce qu'on fait, de toute façon, on paiera toujours plus que ce qu'on ne fait pas. Ça, c'est évident, mais ouais. Mais ce que je veux dire sur cette question, finalement, de faire des petites choses, ça veut dire, finalement, faire des petites choses, accepter de faire des choses modestes et se dire que même si on rate ces petites choses, c'est pas grave. On est d'accord, c'est un peu l'idée. Alors maintenant, j'aimerais qu'on confronte avec le discours que tenait Paul, justement, cette idée de vouloir rendre fiers ses parents, de montrer qu'on contribue finalement à la famille en apportant des bonnes notes, en faisant de la performance. Est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine divergence entre ce que tu viens de dire, Théo, le fait de faire des petites choses, d'y aller tranquillement, avec la performance, le souci de la performance, qui peut être académique, familiale, sentimentale, professionnelle, tout ce que vous voulez. Et est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction? Bah, si, en quelque sorte, parce que de toute façon, on voudra toujours, comme dit, être performant, et c'est pour ça que souvent, on lâche très vite quand on essaie de nouvelles choses, c'est qu'on a envie de donner le meilleur, on a envie de faire toujours plus. Et donc, comme dit, on a envie de rendre fiers les gens, on a envie de montrer qu'on est un peu les meilleurs, et donc forcément, ouais, c'est un peu différent. Ouais. Moi, je suis assez d'accord parce que je trouve qu'en fait, c'est sûr que moi, mon avis, c'est que le bonheur, il se trouve aussi dans les choses simples, vraiment. Faut s'autoriser à découvrir pas mal de choses quand on va pas bien. C'est ce qu'on disait avant. Mais après, le truc, c'est vrai que quand il y a les cours et qu'après on va mal et qu'on a aussi envie un peu de se guérir en faisant plusieurs choses, que par exemple, peut-être en plus de ça, on a une vie sentimentale qui est active, ça fait beaucoup de choses qui sont présentes dans la vie et ça fait beaucoup de choses à gérer. Et très souvent, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal ressenti. Les quelques fois où je m'investissais pleinement en cours, je remarquais en fait que indirectement, sans m'en rendre compte, je m'éloignais quand même pas mal des gens. C'est-à-dire que pas forcément ma famille, parce que forcément, je suis dans le même foyer, mais on va dire que par exemple, les relations amicales, je sortais moins. Par exemple, des périodes où je révisais beaucoup, j'avais pas forcément l'occasion de pouvoir extérioriser un petit peu ailleurs, faire des activités, etc., voir du monde, parce que j'étais à fond dans les cours, justement. Et après, il y a le cas contraire, où on se dit, ouais, j'ai un petit peu besoin de faire des choses, parce que ça va pas trop.
Ou après, il peut y avoir un petit relâchement de niveau révision ou travail, comment dire, assidu, parce que très souvent, l'attention, je trouve, elle tend toujours vers, comment dire, un domaine en particulier. Ça veut dire qu'il y a des périodes où on va vraiment avoir un besoin de voir du monde, de faire des choses variées. Il y a une période où on va vraiment se dire, ah ouais, là, faut que je me focus sur les cours. On se focus sur les cours. Aussi des périodes où on se focus aussi sur la vie sentimentale. C'était un exemple que j'ai donné avant, mais moi, ça a été longtemps mon cas, par exemple, où j'ai beaucoup délaissé des choses de côté. Je vais pas non plus dire à cause de ça, mais quand même. Disons que forcément, très souvent, on met au premier plan la petite amie, tout ça, et par exemple, à côté, ah, c'est bête, j'ai contrôle demain. J'étais en appel avec elle, j'ai pas révisé, tu vois, tu sais, des trucs comme ça. Ce qui est drôle, c'est-à-dire que là, dans ce qu'on se dit, c'est que finalement, la compétition, elle est omniprésente. C'est-à-dire, Ouais, c'est clair. peut-être que c'est une construction sociale, j'ai l'impression que finalement, pas qu'à l'école, vu qu'à l'école, on a le système de notes, de classement, mais dans nos façons de penser nos relations, avec les parents, l'idée de rapporter les bonnes notes, ou même les copains, être celui qui a les plus gros bras ou le plus de thunes, finalement, il y a toujours cette compétition qui est omniprésente. Et vous venez de le dire, on vient de le dire durant tout cet échange, c'est que ne fonctionner que comme ça nous amène en fait à finalement à vivre mal, avoir une santé mentale un peu border, une santé physique parfois un peu border, et parfois même justement la course à la performance. En sport, on peut se blesser. À l'école, on peut ne vivre que pour les notes et donc passer sa vie à bosser jour et nuit, développer les troubles du sommeil et finalement ne même plus être compétent puisqu'on a poussé la machine trop fort. Ouais. Vous trouvez pas ça paradoxal? Mais moi, j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que la compétition, c'était un peu une construction sociale. Moi, je me demande si c'est pas juste quelque chose d'humain, quelque chose qu'on se fait nous-mêmes. Je veux dire que la compétition, on se l'a créée partout, même où il y en a pas, même où... Je veux dire, c'est un peu quelque chose qu'on se fait nous, parce qu'on a envie de prouver notre valeur, parfois, ça, surtout à nous-mêmes. C'est l'impression que j'ai personnellement. Moi, je suis quand même assez d'accord parce que on a tous un petit peu un instinct de compétition. Des fois, c'est un peu malsain, justement, parce que on s'en rend pas forcément compte, mais des fois, dans des domaines qui sont parfois bêtes, des fois, tu croises quelqu'un, tu te dis, ah ouais, lui, ça se voit, je suis meilleur que lui dans tel domaine et tout, alors qu'en vrai, le mec n'a rien demandé, tu le connais pas, c'est des trucs comme ça. On va dire que, ouais, il y a toujours un instinct de comparaison qui est quand même assez présent dans tous les domaines. Que ce soit en cours, dans le sport, ça peut même aller jusqu'à la beauté, même si la perception de la beauté est différente selon chacun. C'est des trucs, c'est très bête, hein, mais vraiment, on peut très vite vraiment se créer de la compétition dans absolument tous les domaines. Ça peut être assez toxique, comme ça peut être assez... ça peut un peu pousser en avant, on va dire, mais je pense qu'il y a un stade à ne pas dépasser non plus, parce que si on raisonne que comme ça, après, je pense que y a de quoi devenir insupportable, genre vraiment. Après, je sais pas comment ça peut passer avec les gens. Je sais pas. Admettons que je sois quelqu'un d'hyper compétitif. Forcément, il y a des moments où ça l'est. Quand il y a un contexte de faut que je gagne cette course ou un truc comme ça. Mais je sais pas si, par exemple, dans un groupe de potes, t'as un gars, il est comme ça à fond tout le temps à se comparer à tout le monde, machin. Ça devient vite fanant quand même. Et honnêtement, c'est pour ça qu'il faut le garder aussi un peu pour soi. Mais aussi, c'est vrai que ça fait. C'est humain. Après tout, c'est humain. Mais c'est sûr que c'est contraire à beaucoup de choses parce que très souvent, on a tendance à dire aux gens, ouais, soyez vous-même, vous comparez pas, machin, alors que nous-mêmes, on le fait, on en passe fait. notre temps à ça, en fait. Pardon? On passe notre temps à ça, à se comparer aux gens. Complètement. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne le fait pas. Hein. Et à tout âge, je pense. Honnêtement. Et c'est pas fondamentalement une mauvaise chose. Oui, complètement. Mais après, t'as des gens qui vont faire ça de manière beaucoup plus négative et toxique, comme je l'ai dit, parce qu'il y en a, pour eux, le plus important, c'est d'écraser le reste. Alors que forcément, comme l'a dit Théo, je suis assez d'accord, dans un groupe de potes qui s'entraînent, par exemple, c'est cool de se dire, ouais, je suis le plus performant sur un exercice en particulier, j'ai du coup des plus gros bras ou un truc comme ça, c'est sympa. Mais quand c'est juste vraiment tout le temps, genre avec tout le monde, je pense qu'il y a vraiment que de la toxicité. Et après, on devient invivable, je pense, honnêtement, si on est que comme ça. Et aussi, là, j'aimerais attirer votre attention sur ce que vous venez de dire, qu'on pourrait l'appliquer autant au sport qu'à votre formation en IUT, c'est que cette pression de la performance, le fait d'être le meilleur, par exemple,
en développé couché ou d'être le meilleur en mécanique et d'avoir le major de promo. Eh ben, qu'est-ce qui fait qu'on va être le meilleur au développé couché? C'est qu'on va soulever la meilleure barre à un moment très spécifique. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être le major de promo? Ça veut dire qu'on aura réussi les partiels à un moment très spécifique. Ouais. Et donc finalement, c'est des moments très spécifiques en fait. Et finalement, toute cette performance est due à un seul moment. C'est vrai, ouais. Et que si ça se trouve, à d'autres moments, les résultats seraient différents. Si on prend l'exemple des bodybuilders, ils font un travail énorme pour un moment sur scène, pour 10 minutes. Pour 10 minutes, tout un entraînement énorme, une discipline de fer a été mis en place toute l'année pour quelques minutes. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, le physique qu'ils ont sur scène, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le maintenir, même chargé bien en sûr, fait. Ouais, c'est clair. Et donc, moi, j'ai la question, c'est est-ce que vous avez conscience que vouloir être absolument performant à tout prix, eh ben, ça veut dire finalement jouer sur des chronos constamment, voir la vie en podium, mais que l'atteinte de la première place, ça sera toujours très contextuel. Et est-ce que c'est pas... Moi, j'ai l'impression de voir ça un peu comme un piège, dans le sens où je me dis souvent, vivre comme un sportif de haut niveau, c'est cool parce que tu te donnes une discipline de fer, mais devoir vivre de cette activité, être dépendant des podiums pour avoir tes sponsors et gagner tes thunes, ça va être chiant en fait. C'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais que tout est très contextuel, alors j'avais jamais pensé à ça. En fait, c'est vrai que maintenant, je prends l'exemple d'un examen, on va passer l'examen, on va avoir la note, et tout de suite, on va se dire que, par exemple, j'ai eu une mauvaise note dans telle matière, je vais me Donc dire t'es que... définitivement nul, quoi. Ben, souvent, Avant, pendant, après. Voilà, souvent on se dit, dans cette matière-là, je galère parce que j'ai raté 2 contrôles. Mais en fait, c'est 2 contrôles qui sont passés juste sur... ça a été 4 heures de ma vie, et sur 4 heures, je me dis que je suis mauvais dans ce domaine-là. Et c'est vrai que j'avais jamais eu cette réflexion-là de se dire qu'en fait, c'est juste des examens. On se dit, on peut avoir vécu un truc la veille, on peut avoir mal dormi, on peut... En fait, je m'étais jamais fait cette réflexion, du coup, c'est très intéressant. C'est vraiment le point de départ, c'est quand on parle de la compétence. Vous êtes là pour développer des compétences. C'est ce qu'on vous dit en IUT, mais c'est qu'elles sont toujours contextualisées et que finalement, en IUT, on va vous donner des situations d'apprentissage. Par exemple, vous allez aller à l'atelier. Ouais. Mais l'atelier, il est particulier. Si un jour, on vous met dans un autre atelier avec d'autres machines que vous ne connaissez pas, mais votre compétence, ça y aura peut-être un temps d'adaptation, voire elle ne sera pas là. C'est cette question-là. Un peu un truc, une fois la remarque qu'on m'avait donnée, c'est vous conduisez, vous savez conduire. Et bien, si un jour, on vous met 5 bisons sur la route, peut-être que vous n'allez pas savoir comment vous comporter. Et ça, c'était mon oncle qui avait vraiment eu cette situation. C'est-à-dire que le contexte, en fait, a un impact énorme, le contexte, l'environnement, sur justement vos interactions et donc les performances et même les compétences. Et que moi, ce que j'essaie de me dire, c'est qu'en ayant ça en tête, eh bien peut-être qu'on arrive à se constituer presque un garde-fou mental, à se dire si je rate là-dedans, c'est juste que dans cette situation, je n'ai pas réussi à mobiliser une compétence. Mais dans l'autre, je pourrais le faire. Et peut-être même là, si je vais un peu plus loin, c'est que dans certains contextes, vous aurez envie d'être compétent, et dans d'autres contextes, vous n'en aurez pas envie. Pour des questions, alors on avait parlé d'attention, de charge mentale, de problèmes familiaux, mais aussi il peut y avoir des questions de valeur en fait. Et c'était ça en fait. C'était ça cette réflexion à laquelle je voulais avoir avec vous. Toute dernière question. Finalement, à quoi ça sert d'avoir ces échanges-là? Cette discussion qu'on a eue, pourquoi c'est inutile et pourquoi ça peut être utile? Moi, je trouve ça utile. Ça aide quand même à se dire qu'il faut pas tout capitaliser sur un seul instant. Il faut pas se dire que si on a fait une chose une fois qu'on l'a raté, il faut pas capitaliser là-dessus et rester là-dessus. Il faut voir un peu plus loin, et comme tu dis, tout est question de contexte à chaque fois dans n'importe quel domaine. Donc ça permet aussi de relativiser, de pas
pas voir que du mauvais dans Ouais. chaque situation. Et en plus, là, tu as dit ne pas tout capitaliser sur un seul moment, mais peut-être aussi sur une seule activité. C'est-à-dire qu'il y a la temporalité, mais il y a aussi la chose, l'élément sur lequel on travaille. C'est-à-dire dans le sens, si on met tous ses œufs dans le même panier, si notre identité repose uniquement sur notre capacité à être bon au foot, c'est-à-dire que le jour où on se pète une cheville, c'est la fin du monde. Et donc, il y avait cette idée, donc si on reprend se dire que rien n'est jamais figé dans le temps, qu'on peut avoir des piliers divers et variés et que plus on en a, mieux c'est. Et le troisième, ce que tu avais dit en reprenant les termes de Gandalf, c'est que tu peux faire des grands changements avec des petites choses quotidiennement. Tiens, vas-y, quelle serait ta conclusion finale, si on te laissait le mot de la fin? Ce que je pense de cet échange, honnêtement, je suis quand même vraiment content d'avoir pu partager ce moment-là, parce que ça permet à chacun d'entre nous de pouvoir nous exprimer sur des sujets qui sont quand même importants et qui concernent quand même tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans ce qu'on dit, en fait, c'est ça qui est intéressant, et qui peuvent du coup se sentir concernés en regardant la vidéo. Merci infiniment pour d'avoir pensé à me faire venir sur ce podcast, c'était vraiment sympa. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Ouais, j'ai un avis un peu similaire. Je trouve que c'est intéressant de parler de ces sujets-là. C'est des sujets au final qui sont assez ouverts et on a tous un peu des expériences différentes là-dessus. Quand on parlait tout à l'heure de l'entourage, on a chacun une façon différente de voir les choses, une façon différente d'agir. On n'aurait pas tous agi de la même façon. Et donc je trouve ça intéressant de pouvoir se partager nos expériences, ce qu'on a vécu. Et j'ai aussi appris des choses aussi, c'est intéressant. Donc ouais, moi ça m'a fait beaucoup plaisir de parler de ces sujets-là. C'est des sujets qui sont vraiment bien, qui sont importants surtout. Donc c'était vraiment cool. Ah ouais. C'est quoi le lien avec le portfolio maintenant? Alors, Paul, tu n'as pas trop été sensibilisé, mais toi, Théo, quel lien tu devais Mais faire? le lien avec le portfolio, c'est surtout la démarche de remise en question, de prendre, enfin, on va dire de prendre un peu du recul sur les choses, de voir comment on a agi, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans certaines situations. C'est toute cette démarche-là de se dire que de revoir ce qu'on a fait, de revoir comment on l'a fait et comment on pourrait faire autrement, comment tirer profit de nos expériences en fait. Et pour moi, c'est ça le lien que je vois. Ouais. Avec lui. Et qu'en plus, tu montres bien qu'avec une analyse plus ou moins fine de chaque situation, chaque contexte, on arrive à déterminer si oui ou non il y a compétence ou incompétence. Et finalement, tout ça, c'est quand même plus facile et j'ai envie de penser agréable dans ce format de discussion que devant un PC. Oui, alors ça, je vous le fais pas dire. Mais alors, allez, finalement, c'est grâce à qui qu'on se retrouve ici tous les trois à discuter? Qui a Super permis question. cette rencontre? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvés? C'est la personne qui a permis tout ça, c'est Madame François, donc qui est ici présent en face. Mais voilà, en fait, pour expliquer un petit peu la chose, on va dire que forcément, j'ai eu une période où j'étais quand même pas mal absent, où Madame François m'a tendu la main justement et je l'en remercie infiniment parce que j'ai eu l'occasion justement de rencontrer toutes ces personnes ici présentes et au-delà de ça, d'autres personnes à la salle encore aujourd'hui avec qui je me suis super bien entendu, avec qui j'ai pu parler de certaines choses qui étaient importantes pour moi. Et du coup, grâce à Madame François aujourd'hui, on a l'occasion de s'exprimer devant une caméra. Honnêtement, je m'y attendais pas au début, j'étais un petit peu perdu, j'allais plus en cours, tout ça. On m'a proposé un rendez-vous pour discuter un petit peu de tout ce qui était orientation, ce qui allait pas forcément et tout. Et honnêtement, on m'a jamais tendu la main comme ça et c'est adorable, voilà, et merci beaucoup. Ça, voilà. Donc merci Madame François. Ouais, merci Madame Françoise, c'est ça.